Il y a une course de chaque camp, pour, non seulement pour du territoire, mais presque encore plus pour tuer le maximum dans l'autre camp. C'est vraiment une guerre comme ça, hein, qui se compte en nombre de morts qu'on arrive à faire dans l'autre camp. Vous nous avez rejoint, Wally, vous êtes un personnage vraiment intéressant à écouter. Vous êtes un des tireurs d'élite les plus connus du monde. Vous êtes battu aux côtés des Ukrainiens. Bonsoir, Wally. Bonsoir. Et vous êtes canadien en plus, vous êtes un... Donald Trump veut vous annexer, vous nous direz après ce que vous en pensez en fin d'interview, vous nous direz si vous êtes prêt à être annexé. Je suis en train de préparer mes cocktails Molotov ici. Là. Alors j'ai pas compris, parce que qu'est-ce que vous avez dit, Wally? J'ai dit, je suis en train de préparer des cocktails Molotov ici. Ah, les cocktails Molotov. Vous organiserez la résistance à Donald Trump. On verra. Attendez. Mais pour l'instant, regardez cette séquence d'un tireur. On va voir des séquences russes et ukrainiennes. En l'occurrence, c'est un russe, tireur d'élite russe. Regardez. Wally, s'il vous plaît, regardez la séquence qu'on vient de voir. Commentez-la, vous, parce qu'évidemment, vous êtes dans la position de tireur d'élite, vous avez, aux côtés des Ukrainiens, combattu. Oui. Donc, à première vue, ça me semble être un montage, donc c'est pas réel. Probablement que les images sont individuellement vraies. Par contre, là, ça semble vraiment pas un vrai engagement de tireur d'élite vers des troupes ennemies. Qu'est-ce que ça illustre exactement? Qu'est-ce qu'il cherche à illustrer par ce montage? Ah, ben c'est un outil de propagande. Dans le fond, le but, c'est un peu de répandre la terreur chez l'ennemi, donc de laisser croire que, dans le fond, les tireurs d'élite sont extrêmement efficaces et causent énormément de pertes chez l'ennemi. Mais dans ce cas-ci, je peux vous dire, je vais vous donner seulement un détail technique qui indique pourquoi je pense que c'est pas une vraie vidéo. Donc, on voit l'optique qui est utilisée par le tireur d'élite, qui est une optique faite pour le jour. Mais on voit une espèce d'image après ça prise avec un viseur thermique et on voit que quand le coup part, on voit vraiment que l'image bouge. Donc, c'était l'observateur qui avait un viseur thermique et que le tireur avait un viseur optique diurne, on ne verrait pas cette chose-là. Donc, c'est juste un exemple. L'angle m'apparaît très suspect. Beaucoup de petits détails ici et là que je vois, le contexte, la façon que c'est filmé, etc., m'indique que c'est probablement un assemblage de fausses images et je crois que les tireurs d'élite se sont filmés dans la lisière de bois face au champ. Ça, c'est une image, d'après moi, qui a été plus ou moins préparée d'avance. Donc, les tireurs ont tout simplement tiré plus ou moins dans le vide. L'image au viseur thermique me semble vraie. Par contre, est-ce que c'est clair le niveau de perte qui a été causé chez l'ennemi, etc.? Ça, c'est pas nécessairement clair non plus. C'est passionnant de vous entendre, Wally, parce que vous avez évidemment le regard du spécialiste. Vous êtes les meilleurs tireurs d'élite qui soient dans le monde. J'imagine que ce n'est pas une profession tellement répandue. Il y a combien de tireurs d'élite de premier rang dans le monde? Premier rang, oh bon Dieu, il doit en avoir. Ça dépend ce qu'on entend par la définition de premier rang, mais je dirais il doit en avoir peut-être 1000, 2000, je dirais, instinctivement. Et vous pouvez tuer quelqu'un à quelle distance? Le plus loin que vous pouvez, puisque beaucoup de tireurs d'élite sont engagés là, sur cette terre d'Ukraine, là, ou à course d'ailleurs, dans les deux camps? Donc, ça dépend évidemment d'un paquet de choses. Donc, les conditions, ça dépend du vent, ça dépend de l'équipement qu'on a donné. Donc, si on n'a pas du bon équipement, on ne pourra pas tout simplement toucher la cible. Par exemple, si on n'a pas de télémètre laser, si on n'a pas d'équipement pour bien évaluer le vent. Donc, il y a beaucoup de conditions, mais règle générale, la distance efficace maximum d'une équipe de tireurs d'élite bien équipée est d'environ 800 mètres. Au-delà de 800 mètres, ça devient de plus en plus hypothétique. Donc, dans un scénario, comme on voit à l'écran, imaginons que le scénario serait vrai, où la cible, on n'est pas obligé de toucher à chaque coup. Donc, on peut se permettre, par exemple, de tirer, je donne un exemple, 10 projectiles, mais on est satisfait si on touche, par exemple, un tiers du temps. Donc, dans ce cas-ci, la portée va être beaucoup plus importante. On peut engager, par exemple, à 1500 mètres, 1600 mètres, dépendamment de l'arme. Encore une fois, l'arme qui est utilisée dans la vidéo n'est pas une arme qui est optimale pour ce type de terrain-là. Wally, restez avec nous, puisqu'on va voir d'autres séquences très impressionnantes et vous allez nous aider à les commenter.
Oui, vous vouliez voir quelle séquence, notamment celle-là Oui, des les combattants combats à ukrainiens. Kharkiv notamment, Oui, d'accord, Kharkiv, très bien. c'est ça. Non mais parce qu'on a beaucoup de Ah, on séquences a à vous beaucoup, montrer on a abondance en ce moment sur le front ukrainien, et surtout vous allez le voir, cette armée ukrainienne qui est toujours à la peine, en tout cas dans ces images qu'on va vous montrer. Là on part plutôt dans le nord du pays, à Kharkiv, vous allez voir ces Ukrainiens qui tentent de tenir et de repousser les Russes. Allez-y, avancez. Avancez, messieurs. Allez, allez. Plus. Avancez. Plus vite. Allez. Où va-t-on? 15 mètres. 15 mètres en avant. FPV. Drone. FPV, Le voilà. FPV, mouchi. Drone, les gars. Yes, Bill. Je l'ai. Venez. Descendez. Oui. Alors sur la qualité du tir, c'est fascinant. On va entendre Wally dans un instant, mais qu'on comprenne bien, là, on a bien compris, ils essayent de toucher le drone en le visant. Hein. C'est ce qu'on appelle la 762, il faut quand même y aller. Ouais, là, faut y aller quand même, hein, parce que ça tire à quelques centaines de mètres. C'est pas non plus de la mitrailleuse lourde. Et c'est ce qu'on appelle la lutte anti-aérienne toutes armes. C'est-à-dire, on essaye de faire une espèce de boule de feu en avant du drone, parce qu'il faut tenir compte de la vitesse d'avancée. Et donc ça, on l'apprend, bien entendu, à Saint-Cyr ou dans les écoles de formation. On fait une boule de feu en avant du drone pour pouvoir... Mais là, c'est une boule de feu ou c'est un tir c'est une boule de feu, c'est-à-dire que c'est toutes les armes, normalement, qui doivent tirer en même temps. Là, c'était un peu plus léger. Mais ils ont tiré quand même. Parce que c'est pas avec un fusil à cette distance-là qu'on dégomme un drone qui est en mouvement. Hein. Oui, surtout à travers les arbres, ce qui rajoute encore de la difficulté. Là, il y a pas mal d'armes qui tirent en même temps, en fait. Cette brigade, c'est le chic du chic de la brigade ukrainienne, là, qu'on comprenne bien. C'est la 3e d'assaut, oui, c'est la brigade d'Azov, tout simplement, qui ont un statut à part. C'est vraiment l'une des meilleures formations de l'armée ukrainienne. Il y a vraiment une file d'attente pour s'inscrire, pour y rentrer. Et la sélection est très, très dure parce qu'il faut passer plusieurs examens physiques, aussi intellectuels, etc. Et après, il y a une formation qui est aussi organisée par les soldats, les militaires de cette brigade. Et ça donne des résultats assez exceptionnels parce que même la petite séquence, dans les difficultés qu'ils étaient, les militaires ukrainiens, ils ont réussi à avoir le drone à travers les arbres, etc. C'est vraiment une brigade qui tient aux côtés de Pokrovsk, ils montrent des résultats exceptionnels. Wally, ce tir, est-ce que c'est possible de toucher un drone parce que ça avance à quelle vitesse un drone? 40 km/h? Ça dépend. Un Shahed, c'est presque à 200. Hein. 200 km/h. Celui-là, visiblement, c'était un petit modèle qui faisait de la reconnaissance, de l'observation, etc. Mais oui, un drone, les gros Shahed, ils vont à 200 km/h. Oui. Wally, est-ce que c'est possible de toucher le drone dans ces conditions? Oui, le problème avec les soldats tirent extrêmement mal au front, même quand ils sont bien entraînés, et c'est souvent en assumant qu'ils ont le bon entraînement, la bonne arme, souvent juste en raison de la nervosité. Tous les soldats, donc en général, même les tireurs d'élite d'ailleurs, souvent, particulièrement les tireurs d'élite qui sont moins expérimentés, vont tirer vraiment mal. Donc, toucher un drone est extrêmement difficile. Les drones, ce qu'on appelle les FPV, peuvent aller, par exemple, à des 200-ish km/h, certains modèles plus rapidement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de drones. Donc, en résumé, il y a 3 types de drones. Il y a les drones de reconnaissance, il y a les drones, ce qu'on appelle les droppers, donc ceux qui vont larguer des grenades ou des bombes. Et il y a finalement ce qu'on appelle les kamikazes, donc les espèces de drones suicides qui possèdent souvent une tête d'RPG, dans le fond, un lance-roquette soviétique. Donc, ils vont littéralement foncer vers la cible. Donc, on a ces 3 types d'armes de drones-là en général. Pour les petits drones, je parle pas des grands drones. Et souvent, un des problèmes, et que j'ai moi-même eu personnellement, c'était qu'on n'était pas capable d'identifier de quel côté étaient les drones. La bonne nouvelle, c'est que quand j'étais au front, la majorité des drones étaient ukrainiens, mais c'était pas certain. Donc, il y avait eu des situations, il y avait des drones, surtout de reconnaissance, en fait, du côté russe. Et après que le drone approche de nos positions, par exemple, on se faisait bombarder à l'artillerie. Donc, le drone servait, par exemple, pour ajuster le tir de l'artillerie. Est-ce qu'il y a un front...
Oui. Est-ce qu'il y a un front, pardon Wally, je vous pose la question, mais à vous aussi sur ce plateau, est-ce qu'il y a un front? Parce que là, on se bat dans un petit bout de forêt, un bosquet. Alors, moi, l'impression que dans la région de Kharkiv, qui est une très très grande ville. Hein. Alors, ce que je vois, on doit être au nord de Kharkiv, visiblement vers la frontière, là où les Russes avaient fait une incursion. Ce que je vois, moi, c'est du nettoyage de tranchées. C'est pas du combat de très haute intensité, mais nettoyage de tranchées. En revanche, la surprise est à chaque détour du bois ou à chaque détour de la tranchée. Donc, c'est un combat qui reste assez anxiogène, assez difficile à mener, qui peut consommer beaucoup de munitions. Et puis après, il faut aller dans les trous. Donc ça se faisait très très bien pendant la Première Guerre mondiale. Il faut rentrer dans les trous, il faut nettoyer chaque trou un par un. Ça veut dire chaque tranchée, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Il faut pénétrer à l'intérieur de chaque tranchée. Et puis il y a des abris. À un moment donné, il faut nettoyer chaque abri. Vous ne passez pas dans la tranchée en laissant du monde derrière. Vous voyez un jet de grenade. Donc c'est très compliqué. Vous voyez, en fait, c'est du nettoyage. Vous voyez bien que vous êtes sur une zone boisée en limite de champ. Donc c'est là qu'en fait on met les positions de défense. Mais là, je parle sous le contrôle de notre camarade qui, lui, le pratique aujourd'hui. Et donc, vous voyez bien que ces tranchées-là doivent être... C'est des lieux qui sont des lieux qui vous permettent de tenir le terrain. Donc, il faut aller les prendre. Donc, vous voyez que là, il y a une approche avec l'objectif qui est désigné par le chef de groupe sur les 15 mètres en avant. Là, il y a le tir de grenade qui permet, qu'on va voir à un moment ou à un autre, là, on voit bien le jet de grenade, l'explosion de la grenade derrière, l'avancée du groupe de combat couvert par ses camarades derrière. Voilà. Et c'est là qu'on voit arriver le drone. Et on voit passer le drone. Voilà, là, vous voyez passer le drone. La grenade, là, oui. Donc, c'est vraiment du combat de... Voilà, là, c'est la grenade, pardon. Et c'est vraiment du combat de nettoyage des points d'appui qui sont les postes de combat, en fait, de chacune des armées. Alors, on va voir une autre séquence extrêmement impressionnante dans un instant avec vous, Émilie, sur les progressions russes cette fois-ci. Un mot encore avant de nous quitter, Wally. Évidemment, vous êtes Canadien, vous ne pouvez pas le cacher avec votre accent. La réaction de ce qui va être dans quelques instants un dossier de cette soirée, un chapitre important. Donald Trump qui veut annexer le Canada, qui dit que ce ferait un très bon 51e État des États-Unis. Comment votre cœur de Canadien réagit ? En fait, avec Donald Trump, je crois qu'il faut le prendre au sérieux, mais il ne faut pas le prendre littéralement. Donc, bon, c'est une autre déclaration de Trump, là, que on doit garder, dans le fond, garder notre calme. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est plus les tarifs, dans le fond, qui risquent de déclencher une crise économique. Les taxes. Que l'annexion, dans le fond. Si vous deviez voter autour de vous, s'il devait y avoir un référendum, est-ce qu'il y a des gens qui voteraient le rattachement aux États-Unis d'Amérique ? En théorie, oui. Donc, ça me surprend, ces questions. C'est intéressant. Donc, je dirais peut-être 10% des gens, là, en général, au Canada, peut-être voteraient. Là, je dis ça... C'est un guess, là, comme on dit en anglais, donc j'ai aucune idée. Mais à voir un peu les réactions, je dirais que peut-être 10% qui considéraient ça sérieusement. Mais Wally, il faut toujours se méfier des questions de Darius Rochebin. Non, il n'y a pas de... Voilà, je voulais saluer les très beaux dessins dans la chambre de Wally, voilà, qui... Oui, arrêtez d'être intrusif. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, Wally, ces horreurs au mur ? Ah, c'est mes enfants, tout simplement. Donc, c'est les mêmes que cette Pardon. Non, mais j'ai une fille aussi, j'ai 2 filles même, donc je sais ce que c'est. Mais on est obligé de les afficher en plus. Et les dessins sont absolument merveilleux. Absolument. Toutes les filles, on salue tous les enfants du monde. Merci beaucoup. Voir, Wally, hein. Merci Wally. Et je recommande, vous allez bientôt sortir un livre et vous serez présent sur ce plateau. Merci beaucoup, Wally. Avançons avec vous, Émilie. Vous êtes insortable, Darius. J'ai honte. On part dans l'oblast de Donetsk. On était dans le nord, du côté de Kharkiv. Cette fois, on va à Tchassiviar. On en a beaucoup parlé. Vous allez voir ce drone russe qui attaque un bâtiment ukrainien. Donc, vous allez le voir sur ces images. Alors, ce que les Russes disent, c'est qu'ils ont détruit un bâtiment des forces armées ukrainiennes, donc source russe. Hein. Et la Russie annonce des pertes d'effectifs. Voilà, Catherine, on prend toujours ces informations avec des pincettes parce qu'elles viennent des Ukrainiens, des Russes. Oui, mais c'est vraisemblable parce qu'évidemment, il y a une guerre terrible et que on sait que les affrontements sont extrêmement féroces. Maintenant, effectivement, on n'a aucun moyen de confirmer ou pas... La perte d'effectifs, notamment. Voilà, mais perte d'effectifs, bien sûr, on sait très bien. Alors, les Russes perdent plus d'hommes que les Ukrainiens, mais les Ukrainiens, on sait qu'ils consentent des sacrifices très importants aussi pour défendre leurs terres. Donc, que les Russes, aujourd'hui, disent qu'ils ont détruit une cible et puis fait des morts côté ukrainien, évidemment,
évidemment, mais il n'y a aucun moyen de pouvoir le confirmer. Si ce n'est quand les Ukrainiens, parfois effectivement les Ukrainiens confirment le résultat d'un combat, mais là tant qu'on n'a pas les deux versions, c'est difficile de se prononcer. Général, la consommation en vies humaines et en blessés, en estropiés, en personnes mutilées, il y a là quelque chose de tout à fait vertigineux, comme après la Première Guerre mondiale en particulier. Oui, comme après la Première Guerre mondiale, puisque le Britannique l'a estimé cette semaine qu'il devait avoir à peu près 800 000 pertes, avec 790 000 me semble-t-il, donc morts, blessés, prisonniers, disparus, déserteurs, etc. Donc là, 800 000 pertes, ça fait 150 à 200 000 morts. Donc ça fait quelque chose d'absolument considérable. Et on sait que, bien sûr, à l'assaut, et compte tenu du fait qu'ils ne sont pas économes des vies humaines, quelquefois c'est un mort ukrainien pour 5 morts, 6 morts russes, qui sont des ratios qu'on trouvait pendant la Deuxième Guerre mondiale face à la Wehrmacht. Donc ça n'a pas changé. On voudrait aussi vous montrer cette autre image, ce lancement d'un drone russe qui appelle à la reddition des soldats. Alors on avait déjà vu certaines images comme ça qui circulaient, notamment à Kourakove, c'est cette ville que les Russes affirment avoir pris depuis hier. Là, vous allez le voir, ce sont des drones qui appellent donc les soldats ukrainiens à se rendre, et surtout dans les haut-parleurs et dans les messages qui sont transmis, on entend surtout les Russes affirmer aux Ukrainiens qu'ils sont en train de perdre du territoire et qu'il n'y a plus d'espoir autre que celui de se rendre donc. Mais ils ne le font pas qu'avec les drones. Militaires ukrainiens des forces armées de l'Ukraine. Depuis juin 2023, dans la direction de Bakhmout et de Tchassivyar, nous avons broyé toutes vos unités et fortifications. Déposez vos armes et rejoignez-nous. Nous avons de la bonne nourriture de notre côté. Déposez vos armes. Alors, juste un mot peut-être sur le côté artisanal quand même du drone. On voit que c'est une enceinte qui est scotchée au drone, c'est ce qu'on voit au début. Regardez, c'est juste ici, on a été assez marqué par ça. Après, ça fait le job, donc le jeu, c'est que ça vole et ça crie. Donc, ce qui est intéressant en ce moment, c'est de voir depuis quelques semaines la montée en puissance de la propagande russe par vidéo. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas tant que ça, alors que là, on sent, mais pareil, on est dans cette logique du tic-tac du 20 janvier, où tout le monde finalement se repositionne, et les Russes font un gros effort. Un gros effort, alors en plus avec Koursk qui les a un petit peu déstabilisés. Ils font un gros effort de propagande en ce moment pour essayer de dire on va gagner, on prend tout, quitte à aller parfois un peu vite. Kourakovier, c'est vrai qu'ils ont avancé, mais c'est pas totalement plié. Est-ce que ça marche ce genre d'opération? Parce qu'on a vu ça, les Ukrainiens l'ont beaucoup fait, les Russes l'ont beaucoup fait, ces fameux tracts où on dit rendez-vous. Est-ce que ça marche? Ça a marché dans l'histoire à Stalingrad notamment, quand au mois de novembre, décembre, quand les troupes allemandes étaient encerclés, ils avaient mis des vidéos par leurs géants, les Russes et des unités entières se sont rendus. D'ailleurs, ils auraient peut-être mieux fait de ne pas le faire, puisqu'on sait qu'il y a eu 91 000 prisonniers et il y en a 5 000 qui sont rentrés en 55. Donc vous voyez un peu le taux de perte dans les camps de prisonniers. Mais effectivement, à l'époque, ça a fonctionné au moment où Stalingrad était quasiment perdu pour Paulus. En tout cas, aujourd'hui, ça marche absolument pas, parce que leurs vidéos pourries, ça sert à rien. On a d'autres images où ils détruisent ou ils tuent tout simplement les prisonniers ukrainiens, et on voit vraiment augmentation d'images dans ce genre, où il y a 3 prisonniers qui ont été encore tués récemment, et on voit ça comme images qui viennent de drones ukrainiens qui observent la région un peu de loin. Donc bien évidemment ça peut pas marcher. La seule chose que les Ukrainiens veulent, c'est vraiment détruire l'ennemi, le repousser de l'Ukraine. Mais par contre chez les Ukrainiens ça marche un peu mieux, parce que récemment, je vous rappelle aussi, il y a 2 jours, il y a seulement 2 militaires ukrainiens qui ont réussi à emprisonner 14 soldats russes. Nous avons vu les preuves qui ont été identifiées, où les soldats russes, ils se sont rendus tout simplement, ils ont déposé les armes en disant on ne veut pas faire la guerre, on attendait que vous veniez. Donc ça s'est passé un bon enfant, si je peux dire. Finalement, tout le monde est vivant et les Russes seront très bien traités, parce que n'oublions pas que les conditions de détention des prisonniers russes sont suivies au microscope par tous les organismes internationaux, tandis que les prisonniers ukrainiens sont torturés, violés et tués par les barbares russes de leur côté. Donc,